Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Tesla et ses spécificités. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des voitures en elles-mêmes, mais de la manière de les construire. Nous allons nous plonger dans l'univers industriel de la marque d'Elon Musk et voir pourquoi Tesla devient aujourd'hui la référence en matière de production automobile. Si vous n'avez pas encore vu les premiers épisodes de la série, vous pouvez les retrouver dans la playlist que je vous mets dans les fiches et en description. Et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes, venez vous abonner à la chaîne. Vous pourrez alors configurer les notifications pour ne rien manquer des prochaines sorties. Et maintenant, direction les usines Tesla, et bien plus encore. Générique. Pour commencer cette vidéo, il est nécessaire de faire un peu d'histoire. Et oui, encore. Bon, pour ceux qui n'aiment pas se replonger dans le passé, je vous mets un chapitrage qui vous permet d'aller directement à la technique. Ce serait toutefois un peu dommage, car c'est bien l'histoire qui nous permet de comprendre le présent. Lorsqu'elle naît au 19e siècle, l'automobile est une machine de haute technologie pour l'époque. Contrairement aux locomotives à vapeur, elles sont compactes et doivent s'adapter à des conditions très différentes des grosses machines ferroviaires. Elles doivent toujours être prêtes à démarrer et s'arrêter sans attendre de longues heures avant de pouvoir se déplacer. Les autos à vapeur ont pourtant bel et bien existé et fonctionnaient plutôt pas mal. Les ingénieurs ont été astucieux pour leur permettre de démarrer en seulement quelques minutes. Pourtant, ce sont deux autres technologies moteurs qui prendront rapidement le dessus, l'électricité et le moteur à combustion interne. Ces premières autos étaient construites à la main, donc un produit cher réservé à quelques-uns. La partie technique était souvent l'œuvre d'industriels, tandis que les carrosseries sont réalisées en externe par de véritables artistes. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le constructeur alsacien Matisse, qui a traversé la profonde transformation qu'a été la production en grande série grâce à une fusion avec une start-up phare de la première moitié du XXe siècle, Ford. Car oui, Ford a été une start-up, et l'entreprise a fondamentalement changé le monde grâce à ses autos, mais aussi et surtout grâce à sa manière de les produire. Lorsqu'Henry Ford décide de se lancer dans la production de la Ford T, il a toujours recours à des méthodes traditionnelles, avec des ouvriers qualifiés et des ateliers d'assemblage. Il cherche pourtant à tout optimiser. Henry Ford disait que pour faire des autos abordables, elles devaient être toutes identiques. Moins de variantes permettait de réduire les coûts. Ainsi, comme le dit sa citation la plus célèbre, le client peut choisir la couleur qu'il veut, du moment que c'est du noir. La teinte est peu chère à l'achat et sèche vite, augmentant ainsi les cadences de production. Pour aller plus loin dans la réduction des coûts, Ford a également usé d'astuces bien moins connues. Les moteurs étaient produits par les frères Dodge et expédiés à l'assemblage dans des caisses en bois. Henry Ford a exigé que les caisses soient conçues pour être démontées, afin d'en utiliser les planches pour créer le plancher de la voiture. Voilà un bel exemple d'optimisation. Dès 1912, Ford n'arrive pourtant plus à produire les voitures commandées par ses clients. Tiens, ça me rappelle quelque chose ça. Les délais s'allongent et le prix des autos reste trop élevé selon le patron. Il va alors faire appel à une organisation scientifique du travail, séparant les tâches de fabrication en petites actions simples, permettant d'avoir recours à des ouvriers non qualifiés. Cette méthode, inventée par F.W. Taylor en 1911, sera adoptée par Ford, qui multiplie par 10 le nombre de voitures produites et réduit tellement le coût que les prix des Ford T sont revus à la baisse d'année en année. Les dernières Ford T étaient largement moins chères que les premières. Les autres constructeurs ne peuvent que suivre l'exemple pour continuer à rester compétitifs. Ainsi, ce sont Citroën en France ou la naissante marque Volkswagen en Allemagne qui adoptent le procédé avec succès. Il faudra attendre plus de 10 ans après la Seconde Guerre mondiale pour commencer à voir une nouvelle évolution dans la manière de fabriquer les voitures. En effet, si le taylorisme est bon pour la productivité, il ne l'est pas pour les ouvriers. Avec l'amélioration des techniques, l'augmentation des cadences, c'est l'organisme humain qui encaisse, comme le souligne le film de Charlie Chaplin, les temps modernes. Les hommes souffrent et les blessures sont nombreuses, autant en raison de la fatigue que de l'usure des articulations et autres problèmes musculaires induits par des mouvements identiques reproduits tout au long de la journée. Les constructeurs ont tout d'abord commencé à créer des rotations de personnel. Les ouvriers changeaient périodiquement de poste pour ne pas faire tout le temps la même chose. C'était mieux, mais loin d'être idéal. Au début de l'informatique, c'est un autre type d'ouvrier qui voit le jour en 1954 à l'état de prototype,
le robot industriel de l'américain George Devol. Au départ, il ne s'agit que d'un bras manipulateur destiné à l'industrie nucléaire pour fonctionner dans les zones à risque. Les premiers tests industriels sont faits dans l'usine General Motors d'Irving Township, dans le New Jersey, en 1961. GM garde pourtant le secret car le succès de l'opération est aléatoire. Pourtant, une fois les tests passés, le constructeur américain doit se rendre à l'évidence. C'est une excellente solution. L'industrie automobile mettra plusieurs décennies avant d'adopter ce nouvel outil. En France, c'est Renault qui s'en empare et le développe fortement au sein de sa filiale Renault Automation dès 1976. Les équipes françaises acquièrent alors une expertise mondialement reconnue et sont sollicitées par énormément de constructeurs, dont le prestigieux groupe Daimler-Benz par exemple. Renault va également permettre une énorme avancée dans la production des voitures, mais pas uniquement grâce aux robots. Si ces machines peuvent transporter, souder et maintenir, elles ont au départ été conçues pour éviter l'exposition humaine à des conditions dangereuses. Et dans une usine automobile, il y a bien une tâche qui impacte la santé des ouvriers, c'est la peinture. À la fin des années 70, les voitures deviennent de plus en plus légères pour économiser du carburant. Les tôles de plus en plus fines résistent moins bien à la corrosion et deviennent rapidement de vraies gruyères. Il faut alors trouver un moyen de les protéger. Avec l'aide de son partenaire en peinture Dupont de Nemours, Renault crée un procédé appelé cataphorèse. La voiture est chargée électriquement, puis plongée dans un bain de peinture anti-corrosion, chargé également, mais avec une polarité opposée. Ainsi, la peinture est attirée par la caisse et se dépose dans tous les recoins. La corrosion est alors largement réduite. Cette technique a été adoptée par tous les constructeurs mondiaux et est encore en service actuellement. L'utilisation des robots dans les cabines de peinture permet de limiter l'augmentation des coûts à cause de la cataphorèse et ainsi d'offrir des voitures plus durables en limitant l'exposition humaine aux produits chimiques. Dans les années 90, les améliorations sont plus organisationnelles que technologiques, même si la technologie aura une importance aussi dans ce domaine. La production en flux tendu devient la norme. Les transporteurs livrent directement les sous-ensembles sur les chaînes de production et les stocks diminuent. Pour organiser tout cela, les ordinateurs prennent de plus en plus de place. Et c'est le japonais Toyota qui en est le précurseur, avec sa méthode Kanban. Chaque pièce, conteneur ou élément dispose d'un code barre ou d'un QR code aujourd'hui. Chaque fois qu'un élément est utilisé, l'opérateur scanne le code. Un écran lui dit alors quel est le prochain élément à prendre en allumant un voyant dans le casier correspondant. C'est pratique pour les opérateurs, mais aussi pour la gestion du stock. Les niveaux d'approvisionnement sont mis à jour en temps réel et les réassorts sont ainsi facilités. Les livraisons de pièces peuvent se faire juste au bon moment. C'est ce qu'on appelle le juste à temps. Toutes ces technologies et avancées font de la production automobile ce qu'elle est de nos jours et toutes les usines des grands constructeurs fonctionnent ainsi. Mais celles de Tesla vont encore un peu plus loin. Voyons cela. Tout d'abord, il faut préciser que tout, absolument tout ce que fait Tesla dans ses usines est aussi fait ailleurs. Et pas seulement dans le monde automobile. La grande différence est que l'ensemble des innovations individuelles présentes ailleurs sont rassemblées chez Tesla en un seul lieu. Et ça, c'est plutôt unique. Lorsqu'Elon Musk a racheté l'usine de Fremont à la coentreprise NUMMI, il s'agissait d'une unité de production certes vieillissante, mais tout à fait dans les standards de la production automobile d'alors. Sombre et purement fonctionnelle, elle ne cadrait absolument pas avec les standards des industries high-tech. Le patron la voulait lumineuse, propre et agréable à vivre. Sa première mesure a été de faire installer des fenêtres et des puits de lumière naturels. Il a fait peindre les sols, murs et plafonds en blanc, tandis que les machines sont de couleur vive, généralement rouge. Cela n'a l'air de rien, mais pour le confort et l'agrément des ouvriers, cela fait une énorme différence. Comme il s'agit d'une usine relativement classique à la base, les équipes de Tesla se sont conformées à la manière de faire des constructeurs traditionnels à l'époque. Chaque bâtiment a une fonction précise. Un pour l'emboutissage, un pour la peinture, etc. Pourtant, déjà au début de l'aventure industrielle du constructeur, les responsables de la production avaient souhaité concentrer un maximum de choses sous un même toit. Au début, moteur et batterie étaient assemblés au second étage de l'usine. Je rappelle qu'à cette époque, la Gigafactory du Nevada n'existait pas encore. Les cellules de batterie arrivaient directement de chez Panasonic pour être intégrées dans les packs. Pour le reste de l'outil industriel, Tesla a fait table rase de quasiment tout l'équipement présent dans l'usine. Si les presses et autres robots sont identiques à ceux qu'on trouve dans les meilleures usines automobiles mondiales, leurs capacités sont optimisées grâce à l'agencement des postes de travail. Chez Tesla, un robot a souvent plusieurs tâches, car s'il existe énormément de robots différents, les machines utilisées dans l'usine Tesla sont puissantes et précises. Elles peuvent donc remplir plusieurs fonctions,
qui peut le plus peut le moins. Voyons maintenant comment on construit une auto chez Tesla. La construction finale débute généralement à l'emboutissage. Les centaines de pièces qui composent la caisse en blanc sont formées, découpées et stockées. Comme il n'y a que quelques presses, il faut en effet produire les éléments un à la fois et en très grand nombre. À cette fin, Tesla utilise des presses à moules interchangeables rapidement. Des élévateurs et convoyeurs permettent de changer les moules le plus vite possible, afin de réduire les temps d'arrêt. Une fois que tous les éléments sont produits, il est temps de les assembler, et c'est là que les robots entrent en scène. Tesla procède par sous-ensemble. Portes, capots, flancs et sous-ensembles de plancher sont produits séparément sur des îlots de production. Chaque îlot a un ou plusieurs robots et un bâti tournant. Le robot se comporte alors comme la main humaine qui tient un outil. Il s'équipe tout seul d'une pince de préemption, d'un outil de soudure ou de tout autre outil nécessaire à son travail. Il prend la pièce et la façonne. Puis, le bâti tourne pour permettre de présenter la pièce suivante, tout en libérant la précédente pour les travaux ultérieurs, réalisés par un autre robot. Tous ces sous-ensembles finissent par être assemblés sur une ligne assez classique, où les caisses défilent devant les robots. Une fois la caisse en blanc achevée, il est temps de lui donner de la couleur. Les caisses sont nettoyées, puis passent dans le bain de cataphorèse, avant de passer par les cabines de peinture où les robots déposent peinture et vernis. Pendant ce temps, les autres éléments de la voiture sont produits soit dans l'usine elle-même, soit chez les sous-traitants. Encore une fois, tout fonctionne par sous-ensemble. Les tableaux de bord ou les modules moteurs arrivent déjà assemblés. Tesla reste très discret sur la production de ses sous-ensembles, contrairement à d'autres constructeurs. Lorsque l'on voit à quelle vitesse ces chaînes de production annexes s'adaptent aux changements de fournisseurs, de design, ou même produisent de nouvelles pièces, on peut comprendre le pourquoi d'une telle discrétion. Pour l'assemblage final, c'est un ballet de robots et d'opérateurs humains qui mènent la danse. Les tableaux de bord sont montés, le faisceau électrique prend place dans l'auto. D'ailleurs, pour ce dernier, il y a une particularité. Il est produit à la main, mais aussi installé dans la caisse par des humains. La technologie même des liaisons électriques d'une voiture fait qu'il serait très compliqué de faire réaliser ces opérations par des robots. Ainsi, le faisceau d'une voiture arrive replié dans un panier. Comme tout cet ensemble est très rigide en raison du nombre de fils, il est chauffé pour permettre de le déplier et de le mettre en place. Si vous avez déjà un jour démonté un faisceau électrique de voiture, vous comprenez maintenant pourquoi les rubans adhésifs qui enserrent les fils sont poisseux. Cela permet de déplier le faisceau en usine. Un adhésif classique se déchirerait. Tesla travaille d'ailleurs activement pour faire évoluer ce système, afin d'automatiser et de simplifier la fabrication et la mise en place des faisceaux électriques. On risque bientôt de voir de belles innovations à ce niveau. Pour la Model S, Tesla assemble la mécanique aussi par sous-ensemble. Ceux-ci arrivent sur des chariots automatiques sous la caisse et sont mis en place par des élévateurs. Ce sont des opérateurs humains qui effectuent alors les connexions, car ici aussi, ils sont plus performants que des robots. Autre point qui a été longtemps manuel, la pose des vitrages collés. Chaque voiture est légèrement différente de l'une à l'autre. C'est ce qu'on appelle la tolérance de fabrication. Pour coller la vitre correctement, il faut tenir compte de ces tout petits écarts. Or, comme dit Sandy Munro, Bob ne peut pas le faire. Bob est le nom donné parfois à un robot car il s'agit de l'acronyme de Blind One-Armed Builder, ou ouvrier aveugle à un bras. Tesla redonne la vue à Bob pour placer les vitrages. Des caméras sont placées stratégiquement pour permettre au bras d'ajuster la position de la vitre avant de la coller. Une fois toutes ces opérations finies, la voiture passe alors au contrôle final et peut être sortie de l'usine. Voilà donc pour la Model S première génération. On peut dire que le processus de production est assez standard, même s'il utilise les dernières technologies. Du moins pour ce qu'on en connaît. Avec la Model 3, c'est le même processus, encore une fois un peu amélioré, que Tesla a mis en place, du moins à Fremont. Parce qu'en effet, depuis, les usines Tesla se sont multipliées. La Gigafactory 1 produit désormais les batteries et les moteurs pour Fremont. Le second étage de l'usine californienne n'est pas vide pour autant. Tesla y fabrique ses propres sièges, mais aussi d'autres éléments que la plupart des constructeurs achètent à des sous-traitants. La création de la Gigafactory de Shanghai a marqué des évolutions. La plus importante est l'assemblage de la caisse en blanc. Là où la ligne de soudure finale s'étire sur des dizaines de mètres en Californie, l'unité chinoise étonne par sa compacité. Plutôt que d'installer les robots uniquement au sol, les concepteurs de Tesla ont décidé de leur donner aussi de la hauteur. C'est ce qu'Elon Musk appelle une unité de soudure 3D. Des robots sont placés sur les côtés et le dessus de la chaîne. Ils peuvent donc travailler tous ensemble sur le plancher, les flancs et le toit en même temps. La ligne de production est donc plus courte et plus optimisée.
Cela améliore également la productivité et simplifie les opérations. Avec l'arrivée du modèle Y, les usines Tesla ont vu arriver une nouvelle modification, les méga castings. Les parties avant et arrière de la voiture sont désormais produites d'une seule pièce en aluminium moulé. Cela permet d'économiser des centaines de petites pièces, mais aussi toutes les opérations d'assemblage qui en résultent. Lorsque l'on connaît le prix d'un robot et le temps qu'il faut pour mettre au point son fonctionnement, c'est une avancée majeure dans la production d'une voiture. Certes, les presses sont chères, mais elles permettent de réaliser des gains de productivité énormes en supprimant quasi toutes les opérations d'assemblage du plancher. C'est un excellent investissement et de plus en plus de constructeurs envisagent d'en faire de même. Grâce à cela, la Gigafactory d'Austin utilise 40% de robots en moins pour produire une modèle Y qu'il n'en fallait pour une 3 à Fremont. Un tel gain de productivité est unique depuis l'apparition des robots dans la fabrication de nos voitures. Chaque nouvelle Gigafactory Tesla nous fait découvrir une avancée majeure. Fremont a fait la synthèse de tout ce qui se faisait de mieux au moment de son lancement. Shanghai a optimisé les processus de soudure et d'assemblage, Berlin innove par sa cabine de peinture et Austin réalise la première production avec le nouveau plancher en 3 parties. Au fur et à mesure, Tesla remet à jour en permanence ses usines pour intégrer les innovations et comme pour leurs produits, les fait évoluer au cours du temps. Pourtant, si on regarde toutes ces évolutions en détail, on est surpris d'une chose. Je vais prendre l'exemple de l'usine chinoise car c'est là qu'on a le plus de données sur le long terme. Construite en un temps record, elle a été opérationnelle extrêmement vite. Sa productivité n'a cessé d'augmenter, tout comme la qualité des produits qui en sortent. Il ne lui a fallu qu'1 an pour dépasser les prévisions initiales. Mais comment c'est possible? Je vais maintenant toucher du doigt le point important de toute cette vidéo. Étonnamment, une usine n'est pas si différente du produit qu'elle fabrique. Elle est un assemblage de procédés mécaniques, électriques ou chimiques qui, au final, doivent permettre de réaliser des tâches précises. Dans le cas des machines Tesla, toute cette complexité est chapeautée par une composante informatique, que ce soit pour les voitures ou pour les usines. Pour l'analogie, si Fremont est une modèle S de 2012, alors Shanghai est une modèle 3 et Berlin un modèle Y. Austin est déjà au-delà avec l'architecture qui donnera les modèles Y Roadrunner, les Cybertruck ou la future Compact. Chaque nouvelle usine représente une évolution qui est reprise autant que faire se peut dans les plus anciennes. Fremont s'améliore comme la modèle S en 2022, mais cela reste une modèle S, avec ses qualités, ses innovations, mais aussi les contraintes de départ. Et comment fait-on évoluer une modèle S chez Tesla? Eh bien en créant un jumeau virtuel. Comme les avions modernes qui volent dans des ordinateurs avant de prendre les airs dans la vraie vie, les voitures Tesla naissent dans un ordinateur et y font leur premier tour de roue. C'est par une simulation aussi proche de la réalité que possible qu'on obtient un produit le plus proche du modèle de série que possible. Et pour les usines, c'est strictement pareil. Les jumeaux virtuels de Shanghai, Berlin et Austin fonctionnent déjà comme les vraies usines le feront dans l'avenir. Chaque poste de travail ou chaque module de production a sa version numérique qui évolue, se raffine et s'améliore dans un ordinateur. Avec les progrès de l'intelligence artificielle et les informations glanées dans la vraie vie, les modélisations se font de plus en plus précises et les algorithmes évoluent. Les ingénieurs peuvent alors tester rapidement des solutions en faisant des simulations, puis des modifications, avant même d'avoir assemblé le premier boulon. Ainsi, les usines Tesla ne naissent pas sur le chantier, mais dans les ordinateurs de la marque. Lorsque le chantier commence, ce sont déjà 90% des problèmes potentiels qui sont résolus. Et les 10% restants pourront l'être grâce aux ajustements du modèle informatique. Chaque usine est aussi la fille de la précédente. Elle évolue en fonction des connaissances acquises et des expériences dans la vraie vie. Incroyable, hein, n'est-ce pas? Trouvez ça trop irréaliste? Et pourtant, il y a quelques semaines, j'ai pu, grâce à mon ami Mathieu, découvrir de plus près cette technologie chez Siemens. Nous avons pu voir et découvrir comment tout cela fonctionne grâce à des échanges très intéressants avec Christophe Moignet, qui nous a gentiment reçus sur le site de Haguenau. Un énorme merci à lui et aux équipes de Siemens. Le jumeau virtuel est une réalité, tout comme le cloud industriel qui permet de faire remonter en temps réel toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'usine. Si Tesla modélise probablement l'ensemble de ses usines, ou au moins les processus complets de ses sous-ensembles, il est possible de ne modéliser qu'une machine ou un process. On peut alors simuler les conditions réelles avec l'inertie des produits pendant leur déplacement par exemple, ou toute autre forme d'interaction physique.
Il est alors possible de positionner les machines au mieux, de prévoir exactement les convoyeurs dont on aura besoin ou de prévoir les commandes d'équipement. Mais le plus fort, c'est qu'il est possible de prévoir et prédire les effets d'un changement de pièce ou de fournisseur, tout en adaptant les espaces de stockage ou de production sans même poser une seule machine. Pourtant, l'investissement en temps et en ressources informatiques sont énormes lorsqu'on veut modéliser toute une usine. Vous imaginez bien que ça fait une quantité énorme d'informations. C'est pourtant un investissement on ne peut plus raisonnable si on prend en compte les gains qui en découlent. On conçoit déjà les voitures ainsi, et plus le système évolue, plus il devient réaliste. Avec la réalité virtuelle, il est probable que les concepteurs des prochaines usines Tesla s'y promènent déjà, sitôt qu'ils mettent leur casque. Mais cela, ce n'est que le présent. L'avenir sera encore plus impressionnant. On peut tout à fait imaginer dans quelle direction Tesla va faire évoluer sa manière de construire ses usines. Avec Dojo et sa puissance de calcul phénoménale, nul doute qu'il ne servira pas qu'à valider les avancées de la conduite autonome. Il va servir à créer le système d'exploitation d'Optimus, le Tesla Bot, mais aussi sûrement à créer les usines Tesla de demain grâce à l'intelligence artificielle et au deep learning. Voilà, cette vidéo se termine et si vous l'avez aimée, mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez m'aider à produire les prochaines vidéos, Utip, Tipeee ou Spreadshirt vous permettent de me donner un petit coup de main financier. Peu importe la somme que vous donnerez. Merci d'avance. Petit spoiler, la prochaine vidéo de cette série sera un peu la continuation de celle-ci, puisque nous parlerons du cœur même de Tesla, l'informatique. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao. Cut, ça c'est fini. Hein. Oh, vache, les courbatures.